Le 2 octobre 1753, le général Gaffori, chef de la résistance corse, est assassiné à Corte. Paoli y voit un signe du destin. Pour se rapprocher de la Corse, il se fait muter à l'île d'Elbe et décide de se porter candidat à l'élection du nouveau chef. Il envoie en Corse un premier plan de gouvernement. Son frère Clément prépare habilement son retour et rassemble un parti favorable. Le 16 avril 1755, Pascal Paoli, en permission pour 6 mois, débarque à l'embouchure du Golo. Il est accueilli par une troupe nombreuse et enthousiaste qui l'escorte jusqu'en Casing, puis il se rend à la maison natale de la Stretta qu'il n'avait pas vue depuis 16 années. Le 13 juillet, les paolistes réunissent une consulte au couvent de Saint-Antoine de la Casabianca qui avait déjà vu l'élection de Giacinto 20 ans plus tôt. Le surlendemain, Paoli est élu chef général de la nation. Le 16 juillet, il annonce la nouvelle à son père et envoie sa démission de l'armée napolitaine. Mais son élection, obtenue auprès de seulement 16 pièves, est contestable et contestée. Rapidement, il trouve face à lui Mario Emmanuel Matre, installé dans son château fort d'Aléria et qui s'est fait lui aussi élire par ses partisans regroupés dans quelques pièves maritimes tout en négociant avec Gênes. C'est le début d'une guerre civile qui durera 18 mois. Le 27 mars 1757, Paoli, encerclé par les troupes de Matre, s'enferme avec quelques hommes dans le couvent de Bozio pour attirer Matre en personne dans le village. Des renforts nombreux arrivent juste à temps pour sauver Paoli. Le lendemain, Matre est tué. L'unification de la Corse pouvait commencer. Cette unification se heurtera à une double résistance, celle d'un parti génois et celle d'un parti français. Le parti français est organisé autour de la personne d'Antonio Colonna, seigneur de la Chinarca, ancien partisan du roi Théodore, convaincu que la Corse ne pourrait jamais être indépendante et qui, avec le retour des troupes françaises dans les villes du littoral en 1756, choisit définitivement le roi de France. Paoli devra composer avec lui jusqu'au départ des troupes françaises en 1759. Le parti génois, lui, est solidement implanté dans la Rocca, au sud de la Corse. Malgré les tentatives de Paoli de se rallier les familles importantes de cette région, un texte en faveur de Gênes sera signé en 1760 par 237 notables, dont une quinzaine de curés. Les Rocchigianes ne se tourneront vers Paoli qu'en 1763, lorsque Gênes les abandonnera. Cette unification de la Corse se fera à partir de la constitution paoline, promulguée par la consulte du 16 novembre 1755 à Corte. Le pilier principal de ce nouvel État, c'est le général, élu à Saint-Antoine de la Casabianca, avec le titre de chef militaire, économique et politique. Il est président permanent d'un conseil d'État qui est à la fois pouvoir exécutif et tribunal suprême. La consulte, sorte d'assemblée nationale, indispensable dans un État démocratique, est composée des représentants élus de toutes les communautés ou les pièves. Dès lors, et malgré de faibles moyens, Paoli va, en 14 années, accomplir une œuvre immense. Faisant de Corte la capitale de l'État corse, il va organiser la justice pour tenter de mettre fin à la vendetta, créer une armée, une imprimerie, une monnaie, encourager l'agriculture et le commerce, développer l'instruction publique et enfin créer un port à l'île Rousse et une université à Corte. Dans l'Europe des Lumières, cet État corse indépendant, fondé sur une constitution qui prévoit la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs, attirera la considération des philosophes et des puissants européens. Propagée par l'écrivain écossais James Boswell, l'image de marque de Paoli se répandra à travers toute l'Europe
à l'instar des nombreux portraits du chef des Corses, devenu un héros à l'antique. Laissez tomber toutes ces vieilleries. La lecture, si on y aura, ce sont les mérites et les exploits de son chef qui font des Corses l'objet de la curiosité publique. Le bienfaiteur d'un pays sauvage. Cette petite île étonnera l'Europe. Le généreux protecteur et défenseur de sa patrie, cet grand homme dont l'estime et la vénération ont déjà rendu le nom immortel. Je suis sensible à la grandeur d'âme de Paoli et à la façon généreuse dont il a défendu sa patrie. En Amérique, les partisans de l'indépendance se réuniront en portant un toast à Paoli et aux braves Corsicans. Ils iront à l'assaut des forteresses anglaises au cri de « Viva Paoli !» À Corte, le gouvernement s'installe dans le Palazzo della Signoria, où siégeait auparavant le lieutenant génois. Il devient désormais le Palazzo Nazionale. D'importants travaux permettent d'aménager au premier étage une salle du Conseil, où siège le Conseil d'État et le tribunal civil. Dans la partie sud se trouve l'appartement du général. Dans la partie nord, un autre appartement permet d'accueillir les hôtes de passage ou des prisonniers de marque. C'est d'ici qu'à partir de 1761, les plus grandes décisions seront prises. L'héraldique du jeune État corse sera la tête de Moore, surmontée d'une couronne royale et entourée de 2 géants ailés armés de massues. On le retrouvera à l'en-tête du papier timbré et des actes du gouvernement, au frontispice du livre « Justification de la Révolution de Corse » et à partir de 1762, gravé sur les monnaies. La Tseca, hôtel des monnaies, est installé à Murato, dans la maison de Giuseppe Barbaggi. Quand j'arrivai à Murato, j'eus le plaisir de faire la connaissance du signor Barbaggi, qui a épousé la nièce de Paoli. Je trouvais en lui un homme sensé, intelligent et de bonne éducation. J'obtins des spécimens des différentes espèces, des pièces d'argent de 10 et de 20 sous, et de cuivre de 2 et 4 sous. On me dit l'espoir que les Corses avaient de frapper des pièces d'or dans 1 an ou 2. Le 3 janvier 1765 se tiendra en l'église Saint-Marcel la séance solennelle d'ouverture de l'Université de Corse. En dehors de Paoli, les pères spirituels en sont le père Mariani, originaire de Corbara, il sera le recteur de l'université, le dottore Gianettini de Corte, juriste du gouvernement, et le père Leonardo Grimaldi de Campolor, auteur de l'exhortation patriotique et religieuse à l'adresse des combattants corses. Cette université représente l'aboutissement d'une très ancienne revendication des Corses, mais aussi la manifestation du préilluminisme dans lequel a baigné l'éducation de Paoli. En effet, parmi les matières enseignées, l'éthique ne se retrouve dans aucune autre université italienne. Elle rappelle le souvenir de Genovese et manifeste l'intention de faire place à côté de la théologie morale à une science du bien et du mal éclairée par les seules lumières naturelles. Cette université vise surtout un but précis, fournir pour l'État corse des cadres ecclésiastiques, juridiques et même scientifiques. Un examen public a lieu 1 fois l'an en présence de la consulte. Une telle institution a déjà produit des effets remarquables et les encouragements constants qui donnent le général aux étudiants et aux professeurs créent entre eux toute une émulation qu'il est rare de retrouver ailleurs. À la dernière assemblée, 12 jeunes gens s'offrirent de démontrer n'importe quelle des 12 propositions extraites des 12 livres d'Euclide. Le général les tirait au sort et les distribuait aux élèves. Chacun d'eux démontra magistralement la proposition qui lui était échue. Pour assurer l'ordre public dans un premier temps, puis pour constituer une armée permanente, Paoli a créé la Truppa Pagata. Elle comprend 2 régiments de 300 hommes chacun. Volontaires servant pour 1 an, ils perçoivent une solde de 15 lires par mois pour un simple soldat, 30 pour un capitaine. Ils devront être disciplinés avec la plus grande exactitude. Et pour cela,
instruit et gouverné selon le règlement le plus rigoureux. 2 colonels sont nommés. Baldassari, ancien officier du régiment royal corse de Louis XV, et Gian Battista Buttafuoco. En cas de levée en masse, Paoli compte sur les milices populaires. Dans chaque village est élu un capitaine et dans chaque piève, le général désigne lui-même un commissaire ou capo di guerra. Pour desserrer le blocus militaire imposé par Gênes, Paoli décide de créer une flotte, commerçant dans un premier temps, puis militaire ensuite. Le port de Centuri sera son principal chantier naval avec celui de Farinole. Pour rendre le commerce plus avantageux, il faudrait que quelques-uns des plus riches propriétaires de la nation s'unissent en société pour acheter des bâtiments à cet effet, à l'exemple des compagnies d'Angleterre et de Hollande. Il faudrait faire comprendre à ces riches feignants que seul le commerce peut faire sortir de la misère aussi bien l'État que les particuliers. Toutes les grandes choses ont des petits débuts. L'île Rousse commencera en 1763 à entretenir des relations commerciales avec l'extérieur de la Corse. Mais il fallait d'abord prendre possession du Cap Corse. Le village de Oliano tombe aux mains des nationaux en janvier 1760, suivi de l'ensemble des tours du Cap. Le port de Macinaggio, position stratégique importante sur la route de Gênes, résistera pendant 5 ans aux nombreuses attaques des Corses jusqu'à ce que les Génois l'abandonnent en 1765. Depuis 1761, et malgré la bonne résistance des forteresses du littoral, les Génois sont de plus en plus inquiets. Du 5 juin au 19 juillet 1763, il lance une dernière opération militaire en Corse, le siège de Furiani, dont dépend la liaison Bastia-Saint-Florent. L'autre jour, à la 13e heure, les Génois attaquèrent notre tranchée sous Furiani. Les nôtres, ayant les fusils chargés à 3 balles, commencèrent à tirer avec une présence d'esprit qui fera éternellement honneur à la nation. Après 1 heure de combat, les ennemis lâchèrent pied. Achille Mourati, avec sa compagnie, se jeta au milieu d'eux et on fit un massacre à coups de sabre. Notre troupe Apagata ne dépassait pas le chiffre de 150 hommes, mais elle fit son devoir. Si nous avions eu du monde, l'artillerie ne serait pas retournée à Bastia. Dès lors, Gênes abandonne les tours littorales qui restaient encore en sa possession et entre en négociation avec Louis XV. Le 14 août 1765 est rédigé le second traité de Compiègne. Sa Majesté très chrétienne fera passer en Corse un corps de ses troupes pour conserver et défendre les places dont la garde lui sera confiée avec les postes qui en dépendent. Ces places seront Bastia, Ajaccio, Calvi, l'Algajola et Saint-Florent. La plus grosse inquiétude de Paoli est alors de voir se reformer un parti français comme au temps de Maillebois et de Deveau en 1738. Or, les adversaires du gouvernement recommencent à s'agiter à l'annonce de l'arrivée prochaine des troupes royales. Parmi eux, Filippo Maria Costa de Moriani et surtout Giacomo Pietro Abatucci qui exerce son influence sur le Taravo et la Rocca. Les anciens partisans de Gênes se rapprochent de la France. Le 29 mai 1767, après 102 jours de siège, le capitaine Achille Mourati et ses hommes s'emparent de l'île de Capraille. À Gênes, c'est l'affolement. Le gouvernement décide de céder la Corse à la France. Le 15 mai 1768, le traité de Versailles dissimule la vente de la Corse, qui n'est officiellement cédée à la France que temporairement.
En fait, les clauses secrètes prévoient le versement de 2 millions de livres en 10 ans. Il restait à savoir si les hommes ont le droit de vendre d'autres hommes. Mais c'est une question qu'on n'examine jamais dans les traités. Siamo venduti come un branco di pecore. Le 22 mai s'ouvre à Corté la consulte qui devait décider de la conduite à tenir. On n'y connaissait pas encore le texte du traité de Versailles, mais la rupture des négociations et la nouvelle que des renforts français se préparaient à passer en Corse laissaient deviner le proche avenir. Le 22 mai 1768, j'ai vécu cette journée, moi, Charles-Marie de Bonaparte. Et l'on viendrait me parler de tragédie le 22 mai 1768. Paoli a convoqué les délégués de toutes les communes. Il leur parle avec la sagesse et la mesure d'un père, du père. Il parle de palliatifs, de soumission temporaire ou de résistance acharnée. Il expose avec une lucidité parfaite, malgré son émotion, le problème et les diverses solutions possibles. Et il conclut. Mes enfants, c'est à vous de réfléchir et de décider. La réponse jaillit si prompte qu'elle colle à la dernière syllabe de sa conclusion. A guerra! A guerra! Alors, s'institue le débat. Le débat le plus tragique qu'Échille, Sophocle et Corneille eussent pu porter à la scène. Le père Mariani, recteur de l'université, vénéré pour l'exemplaire dignité de son existence, pour ses vertus d'éducateur, pour son prestige d'orateur, parle le premier. Il crie la guerre. Savent-ils contre qui ils vont combattre? Contre le roi très chrétien, le plus puissant des monarques et le plus redouté. Se lèvera-t-il parmi nous quelque Moïse qui tirera de l'eau des rochers? Quel Josué parmi nous arrêtera la marche du soleil? À moins de miracles aussi stupéfiants. Comment résisterez-vous à la nation la plus valeureuse du monde? Qui êtes-vous, pauvres gens? Une poignée d'hommes, dénués de tout, courageux. Ah, certes, mais devant d'innombrables adversaires, bien nourris, bien armés, bien entraînés, bien encadrés. À quoi servira le courage de citoyens dépourvus d'armes et de munitions, sans officiers, sans expérience? Parole de raison, parole sans écho. Tous ont la bouche cousue par le respect, mais aucun ne se rapproche du recteur. Alors bondit à la tribune le frère Leonardo Grimaldi, professeur de philosophie et de mathématiques à l'université. Les Spartiates n'en appelèrent ni à Moïse, ni à Josué. Ils étaient pauvres de moyens, mais riches d'enthousiasme et de foi, ainsi de nous. Quoi? Pas d'expérience? Pas d'officier? J'affirme que 39 années de guerre sans répit ont fait de chaque Corse un soldat, un capitaine, un chef. Et ces milliers de chefs, après avoir suscité l'admiration des plus illustres philosophes, accepteraient d'être vendus comme des animaux de bas? Et nos morts, nos chers morts, comment nous jugeraient-ils? On ne meurt qu'une fois aux Corses. Autant mourir dignement. Il n'est pas de mort plus digne que celle que je vous propose. Si vous devez être vaincu aux Corses, faites en sorte que vos vainqueurs tremblent lorsqu'ils penseront à vous. On ne résiste pas à Fra Leonardo. L'assemblée frémissante, comme la forêt sous la tramontane, se dresse soudain et hurle « A guerra! A guerra! A guerra !» A guerra! A guerra! A guerra! La mobilisation fut la plus massive qu'on ait jamais vue depuis le début de la Révolution. Elle se fit dans un enthousiasme indescriptible que l'historien Ambrogio Rossi, partisan de la soumission, est bien obligé de constater. On vit des vieillards décrépits s'armer et exhorter les jeunes. Des femmes maudire leur sexe qui les tenait éloignés du combat. Des enfants prendre les armes et se joindre à leurs aînés. Pour la première fois, des contingents du delà des monts, notamment du Taravo et de la Rocca,
viennent se joindre à ceux du Dessas. La voix farouche du Coulombe frappa la montagne, qui en envoya les échos aux gorges et aux forêts. Elle pénétra dans les maisons, rugit autour de l'âtre et rassembla une fois de plus hommes, femmes et enfants contre l'envahisseur. On obéissait plus ardemment que jamais à la fulgurante injonction de San Piero Gosso, à l'ordre impérieux qui remontait du fond des siècles. Gênes a tant fait que les vivants et les morts doivent se dresser. L'île était une coupe d'amertume, et si pleine qu'une seule larme suffisait pour la faire déborder. Or, les pleurs coulaient comme un déluge. Chaque jour, venant des cantons les plus lointains, arrivaient à pied ou à cheval, des paysans vêtus de poils de chèvre ou de laine grossière, le bonnet tombant sur la joue. Des femmes passaient entre les groupes, roides, avec le regard des hallucinés. Elles prophétisaient la victoire et proclamaient « Le sang dont nous avons rempli vos veines n'est pas du sang de lâche. » Les premières opérations militaires ont lieu en juillet et août 1768. Elles sont désastreuses pour les Corses. Teguime, le Nebbio et tout le Cap Corse sont vaincus par Marbeuf et Grand-Maison. Puis le marquis de Chauvelin s'empare rapidement de Furiani, Luciane, Vignale, Borgo et pénètre en Casique. Paoli, après avoir concentré 4000 hommes dans la montagne, contre-attaque. Chauvelin doit regagner Bastia en laissant une garnison de 500 hommes à Borgo. Les Corses attaquent depuis Luciane et s'emparent du premier poste avancé, seul point d'eau du village. Le lendemain, Chauvelin arrive en renfort avec 1400 hommes. Mais après une journée de combat, il doit rentrer à Bastia en ayant perdu 160 hommes et 4 officiers. Marbeuf est légèrement blessé. Le 10 octobre, la garnison de Borgo capitule. 50 officiers, 430 hommes, 3 pièces de canon, des vivres et des munitions tombent aux mains de Paoli. Côté Corse, c'est l'euphorie. Dans les garnisons de Bastia et Saint-Florent, la consternation. À Versailles, Choiseul prend les choses en main. Il rappelle Chauvelin et le remplace par le comte de Vaux, réputé homme cruel et connu pour sa haine envers les Corses. Sa nomination fait sensation dans l'île. Arrivé à Saint-Florent le 9 avril 1769, de Vaux met en place un dispositif important de plusieurs bases opérationnelles. Fin avril, il dispose de 19 régiments d'infanterie, soit 38 bataillons et 10 compagnies du corps royal d'artillerie, équivalent de la moitié de l'artillerie française. À ces compagnies viennent s'ajouter 2 légions et les compagnies du génie, ainsi qu'un certain nombre de volontaires corses, soit au total 22 000 hommes. Côté Corse, depuis la mobilisation générale décrétée le 15 avril, Paoli dispose d'environ 12 000 hommes en armes, essentiellement des fantassins, parmi lesquels 2 compagnies de Prussiens et de Suisses, déserteurs de l'armée française. L'artillerie se limite à quelques pièces capturées à Borgo et qui ne serviront pratiquement pas. La valeur de cette armée corse est très inégale. La troupe à Pagate constitue un noyau solide. Le reste varie selon le lieu et les circonstances. Je fus capitaine d'une milice de volontaires, pour ne pas dire chef de bande. Mais de quelle magnifique, de quelle héroïque bande.
Chacun traînait sur soi plus d'armes que de vivres, plus d'héroïsme que d'appétit. Quelques-uns possédaient des fusils anglais que des négociants de Londres avaient offerts aux soldats de l'indépendance, mais ils s'en servaient malaisément et préféraient leurs vieux mousquets. Depuis plusieurs mois déjà, des émissaires français distribuent dans chaque village de l'argent et des emplois dans l'armée pour obtenir leur aliment ou la promesse de neutralité au moment de la bataille. Du 25 au 30 avril, Deveau concentre l'essentiel de son armée dans la plaine d'Olette. Jusqu'au 4 mai, le dispositif d'attaque vers le sud se met en place. Au centre, le corps principal commandé par Deveau est installé autour du couvent d'Olette, composé de 20 bataillons, soit 8175 hommes, et précédé par une avant-garde de 950 volontaires de l'armée, sorte de commando de choc. Sur l'aile gauche, orientée vers la plaine de Borgo, Marbeuf dirige 5 bataillons et 134 cavaliers, totalisant 2738 hommes. Sur l'aile droite, Arcambal dirige 3 bataillons, 80 cavaliers, totalisant 1916 hommes. Le 5 mai à l'aube, Deveau déclenche l'offensive sur l'ensemble du front. L'axe de marche sera la chapelle de San Nicolao, située au-dessus de Murat. En une matinée, les principales défenses du Nebbio, entre Sorio et Murat, s'effondrent. D'Arcambal, qui a reçu 2 bataillons en renfort, passe la crête qui sépare Piève et Rapale. Paoli, qui se trouvait à Murat avec Clément et ses autres capitaines, doit se replier en catastrophe, abandonnant artillerie et munitions. Le soir, l'armée française installe un camp retranché autour de la chapelle de San Nicolao. Le 6 mai, les garnisons corses de Bigorno, Lento, Canavaggia et Costa Roda se rallient à la France. Le 7 mai, Deveau se rend à Lento, il y installe son quartier général. Les troupes s'installent tout autour, à la chapelle San Cipriano au sud-est, à la chapelle San Cervone au nord, et plus au sud, sur une crête entre Canavaggia et Costa Roda. Le 8 mai, presque tous les Corses sont sur la rive droite du Golo. 2000 hommes sous les ordres de Gentile sont postés à Pontenove. Un détachement de 1000 hommes avec Gaffori attend à Pontelecce. Un détachement de 1200 hommes venus de Balagne attend à Pietralbe. Paoli, posté sur un promontoire de Val di Rostino, décide d'attaquer le premier pour déloger les troupes françaises de Lento. À l'aube, les 1200 balanins partent de Pietralbe à l'assaut de la Bocca di Tenda pour redescendre ensuite sur Lento. Mais malgré un renfort de 1500 hommes envoyés par Paoli, ils sont repoussés par l'arrivée de nombreux bataillons français. C'est un premier échec. Au début de l'après-midi, 2000 Corses passent le Golo à Pontenove sans être aperçus. À leur tête, Clemente Paoli. Selon le plan prévu, ils marchent sur Lento, où ils devaient faire la jonction avec les troupes parties de Pietralbe. Arrivés à la chapelle San Cipriano, ils sèment la panique parmi les volontaires de l'armée et provoquent un début de déroute chez les Français. Puis ils partent à l'assaut de la croix de Lento, monticule qui domine Canavaggia et Lento. Du camp de San Cervone, Deveau envoie alors 6 compagnies de grenadiers et la Légion pour empêcher la progression des Corses. Craignant d'être encerclés,
Clément et ses hommes doivent se replier vers Pontenove, poursuivis par les volontaires et mitraillés par le régiment de la marine, arrivé en renfort. Pendant ce temps, 4 compagnies de grenadiers et chasseurs de Champagne descendent à marche forcée depuis Costarode vers Pontenove pour prendre les Corses de flanc et leur interdire de repasser le Golo. Arrivés au pont, les Corses sont déjà décimés. Et malgré les sorties de Pellone et Tavera, les Français occupent les hauteurs et mettent un canon en batterie. Le piège se referme sur les miliciens qui se bousculent et s'entassent sur le pont, obstrué par un mur de pierres sèches. De plus, la garde du pont était assurée par une compagnie de Prussiens qui, par erreur ou trahison, ouvrent le feu sur les Corses, semant panique et confusion. Cette journée vit la chute de l'indépendance corse. Le courage des Corses fut si grand que vers une rivière nommée Golo, ils se firent un rempart de leurs morts pour avoir le temps de charger derrière eux. Leurs blessés se mêlèrent parmi les morts pour affermir le rempart. On ne voit de telles actions que chez les peuples libres. Ce moment coûta cher aux Corses. La nuit en sauva beaucoup qui étaient restés sur la rive gauche de la rivière, dans les rochers et les broussailles, et qui eurent la liberté de passer le pont, nos troupes s'étant retirées. La désolation est dans les familles d'en deçà des monts. Le bruit court que c'est le dernier puissant effort de Paoli. Comment osez-vous faire la guerre sans hôpitaux? Que faites-vous donc quand vous êtes blessé? Nous mourrons. Tels étaient nos partisans, les Spartiates. Rien ne me pèse autant que la faute que j'ai commise en participant à la conquête de la Corse. Ce ne fut pas une guerre, mais une entreprise d'assassinat contre des hommes entre tous fiers, ardents et fidèles. Les Corses n'avaient-ils pas des magistrats intègres et désintéressés dans l'exercice de la justice? N'avaient-ils pas un gouvernement respecté qui veillait avec zèle et probité au bien public? Et pourtant, cela a été fait avec rien ou très peu d'argent. La petite université a produit plus d'adeptes des sciences que l'on en a vu dans les 20 ans qui ont suivi. Le bélier est signe de feu. Il est le guerrier. Il est Prométhée.